Tout le monde achète de l'or. Pièces d'or, lingots d'or, ETF d'or, de l'or partout. Des types sur des podcasts vous disent bon de convertir votre épargne retraite en métal brillant comme si on était en 1849 et qu'une ruée était en cours. Et quand l'effondrement frappera, un vrai effondrement, pas une baisse de la bourse ou un mauvais mardi, ils vont mourir de faim avec des poches bien luisantes. Voici ce que personne dans la communauté des mordus de l'or ne vous dira. Parce que l'admettre détruirait leur modèle d'affaires du jour au lendemain. Dans les 90 premiers jours de tout véritable effondrement sociétal, réseau en panne, chaîne d'approvisionnement rompue, gouvernement aux abonnés absents, l'or ne vaut pratiquement rien. Vous ne pouvez pas le manger. Vous ne pouvez pas le boire. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour stopper une infection. Et bonne chance pour trouver quelqu'un qui acceptera d'échanger une boîte de haricots contre un caillou brillant quand son gosse n'a pas mangé depuis 3 jours. Pendant le siège de Leningrad, 900 jours, près d'1 million de civils sont morts de faim uniquement. Vous savez ce que les gens échangeaient? Du pain, pas des bagues en or, pas des bijoux, pas des héritages familiaux transmis depuis des générations. Ils échangeaient contre des briquets, des allumettes, un pot de sel, une bouteille d'iode, des articles que vous pourriez acheter aujourd'hui pour quelques centimes. L'or restait dans les tiroirs à prendre la poussière pendant que les gens mouraient de froid à 3 mètres de là. Parce que l'or ne brûle pas. L'or ne désinfecte pas une plaie. L'or ne purifie pas un litre d'eau de rivière pour que votre enfant ne meure pas de dysenterie. L'or est une promesse. Et dans un effondrement, les promesses sont la première monnaie à faire faillite. Aujourd'hui, je vais vous montrer 7 articles qui, combinés, coûtent moins de 50 $. Chacun d'entre eux a été testé sur le terrain lors de véritables effondrements sur 4 continents à travers 100 ans d'histoire. Ce n'est pas de la théorie. Ce n'est pas un tableau Pinterest de fantasmes de survivalistes. Ce sont des monnaies de troc historiquement vérifiées qui ont transformé des gens ordinaires en la personne la plus précieuse de leur quartier. Et à la fin, je vous donnerai la règle d'or du troc qui peut littéralement vous sauver la vie. Enfreignez-la et vous pourriez ne pas survivre à l'échange. Si vous voulez être celui vers qui les gens se tournent quand tout s'écroule, pas celui qui mendie, commençons par le numéro 7 et remontons jusqu'à l'objet de troc le plus précieux de l'histoire des effondrements. Des sachets de graines. Ouais, ceux à 2 $ suspendus à côté des gants de jardinage dans votre quincaillerie. Un seul sachet de graines de tomates anciennes contient environ 25 à 30 graines. Chaque graine, dans des conditions passables, peut produire un plant donnant 5 à 10 kilos de tomates par saison. C'est potentiellement 250 kilos de nourriture pour un sachet à 2 $. Montrez-moi une action qui rapporte 250 fois votre investissement en une seule saison de culture. Pendant la Grande Dépression, les jardins de la Victoire n'étaient pas de la propagande patriotique. C'était une infrastructure de survie. En 1943, ces parcelles de jardin produisaient 40% de tous les légumes consommés dans l'ensemble des États-Unis. 40% provenant non pas de fermes industrielles, mais de gens ordinaires qui ont compris que l'épicerie n'est pas une loi de la nature. Mais voici un exemple plus récent qui devrait frapper plus fort. Quand Cuba est entré dans la période spéciale après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, et que du jour au lendemain, une nation entière a perdu sa chaîne d'approvisionnement alimentaire, ses importations de carburant, son engrais, tout. L'agriculture urbaine est devenue la différence entre la vie et la famine de masse. La Havane est passée de 0 jardin urbain à la production de plus de 90% de ses produits frais à l'intérieur des limites de la ville. Les gens faisaient le pousser de la nourriture sur les toits, dans les parkings, dans de vieux tas de pneus, dans des baignoires remplis de terre. Et les gens qui avaient des graines, ils ne faisaient pas que manger. Ils sont devenus les personnes les plus connectées, les plus protégées de leur quartier. Les voisins leur rendaient des services. Les groupes locaux offraient de la sécurité parce qu'ils ne négociaient pas un produit. Ils négociaient la capacité de produire de la nourriture indéfiniment. Ce n'est pas une marchandise, c'est une franchise. C'est un flux de revenus permanent pour un investissement de 2 $. Maintenant, voici le détail que tout le monde se trompe. Et se tromper transforme votre stratégie alimentaire en une déception de jardinage coûteuse. Vous avez besoin de graines de variétés anciennes, pas d'hybrides. Les hybrides, les variétés F1, ne se reproduisent pas fidèlement. Vous les plantez, elles poussent, mais les graines issues de cette récolte,
loterie génétique, pourrait te donner n'importe quoi. Les graines anciennes se reproduisent fidèlement génération après génération. Un sachet devient une source de nourriture infinie, stocké au frais, au sec, à l'obscurité. Sac Millard avec sachet de gel de silice. La plupart des graines de légumes restent viables 3 à 5 ans. Certaines tomates et piments peuvent tenir 7 à 10 ans avec un stockage adéquat. Valeur de troc modérée la première semaine. Personne ne pense au jardin pendant qu'il pille le rayon des conserves. Mais après le 3e mois, quand les gens réalisent que les conserves s'épuisent, mais pas les jardins, les détenteurs de graines deviennent les faiseurs de rois de la communauté. L'ironie? La chose la plus précieuse dans un monde post-effondrement coûte moins cher que votre café du matin. Mais bien sûr, continuez d'acheter des pièces d'or. Je suis sûr que les plants de tomates accepteront la carte Visa. Les graines prennent des mois à porter leurs fruits. Le suivant rapporte dès la première heure. Médicaments en vente libre et premiers soins de base. Et j'ai besoin que vous écoutiez vraiment cette partie. Dans un monde sans pharmacie, une simple coupure infectée, le genre sur lequel vous mettriez un pansement avant d'oublier, devient une condamnation à mort. Avant les antibiotiques, le taux de mortalité pour les infections cutanées basiques se situait entre 10 et 30%. Une coupure de papier, un genou écorché, une ampoule qui a mal percé. N'importe lequel d'entre eux pouvait vous tuer. Après le passage de l'ouragan Maria sur Porto Rico en 2017, l'infrastructure médicale de l'île n'a pas seulement été endommagée, elle s'est évaporée. Les pharmacies ont été soit détruites, soit vidées en quelques jours. Les hôpitaux fonctionnaient sur des générateurs de secours jusqu'à ce que le diesel s'épuise, puis ils ne fonctionnaient plus du tout. Pendant des mois, pas des jours, des mois, les gens possédant des fournitures médicales de base sont devenus des médecins communautaires de facto. Un seul flacon d'ibuprofène était divisé en pilules individuelles et échangé contre des repas, pas le flacon. Des pilules individuelles, une pilule, un repas. C'est à cette vitesse qu'un médicament banal devient inestimable quand le système qui le rend banal disparaît. Pendant l'effondrement économique du Liban en 2020, quand la monnaie a perdu 95% de sa valeur presque du jour au lendemain, et qu'un pays qui avait des hôpitaux fonctionnels en janvier rationnait l'électricité en juin, les pharmacies sont devenues des champs de bataille. Pas pour les opioïdes, mais pour l'ibuprofène de base, les antibiotiques et les bandages. Les trucs ennuyeux, les trucs auxquels personne ne pense jusqu'à ce qu'ils en aient besoin. Et à ce moment-là, il y a une file d'attente qui fait le tour du pâté de maison et les étagères sont déjà vides. Pendant l'effondrement économique du Liban en 2020, quand la monnaie a perdu 95% de sa valeur presque du jour au lendemain, et qu'un pays qui avait des hôpitaux fonctionnels en janvier rationnait l'électricité en juin, les pharmacies sont devenues des champs de bataille. Not for opioids, for basic ibuprofen, antibiotics, and bandages. The boring stuff, the stuff nobody thinks about until they need it. And by then, there's a line around the block and the shelves are already bare. Voici votre kit de démarrage pour le troc médical. Coût total moins de 15 $. De l'ibuprofène pour la douleur, la fièvre et l'inflammation. Du paracétamol, même cible, mécanisme différent, stockez les deux. De la diphénhydramine, c'est le Benadryl, pour les réactions allergiques et comme somnifère. De la pommade antibiotique triple, pour la prévention des infections sur toute plaie ouverte. Des pansements papillons et des sutures adhésives pour quand les points de suture ne sont pas disponibles. Des sachets d'électrolytes, car la déshydratation tue plus vite que la faim. Renouvelez le stock tous les 18 mois. Valeur de troc immédiate et permanente. Le médicament ne perd pas de valeur d'échange avec le temps, il en gagne. Chaque jour sans réapprovisionnement, votre Tylenol vaut plus. En ce moment, vous pouvez acheter 500 comprimés d'ibuprofène chez Costco pour environ 8 $. Dans un effondrement, chaque comprimé pourrait valoir un repas. C'est un rendement de 500 pour 1. Wall Street commettrait des crimes pour de tels chiffres. La médecine maintient les gens en vie, mais cet article suivant maintient les gens humains. Produits d'hygiène, savon, dentifrice, produits d'hygiène féminine, papier toilette et rasoir. Voici ce dont les préparateurs d'équipements tactiques ne parlent jamais. L'effondrement psychologique qui se produit quand les gens ne peuvent plus maintenir une hygiène de base. Ce n'est pas de la vanité. C'est le dernier fil qui vous relie à votre identité d'être humain civilisé. Coupez ce fil
et la santé mentale chute plus vite que les réserves de nourriture. Après le séisme de 2010 en Haïti, des études de secours internationales ont documenté quelque chose qui a surpris presque toutes les organisations humanitaires sur le terrain. Lorsque les survivants étaient interrogés sur leurs besoins les plus urgents après le passage de la crise initiale de 72 heures, les produits d'hygiène se classaient systématiquement aux côtés de la nourriture et de l'eau, pas en dessous, aux côtés. Les gens qui n'avaient pas pu se laver depuis des semaines montraient une grave détérioration psychologique, de la dépression, du repli sur soi et une perte complète de motivation à survivre. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés traite désormais les kits d'hygiène comme une priorité de premier niveau, au même titre que les rations alimentaires, car ils ont appris à la dure que les humains sans dignité cessent de se battre pour vivre. Ce n'est pas une théorie. C'est une politique opérationnelle née de l'observation de gens qui abandonnent. Pendant la guerre civile en Syrie, dans des zones assiégées comme la Ghouta orientale, où les approvisionnements ont été étranglés pendant des mois, on a documenté qu'un seul pain de savon s'échangeait contre l'équivalent d'une journée entière de salaire. Les produits d'hygiène féminine étaient essentiellement inestimables. Les femmes improvisaient avec n'importe quel tissu qu'elles pouvaient trouver. Ce n'était pas il y a un siècle, c'était en 2016. Dans un pays qui, 10 ans plus tôt, avait des centres commerciaux, des universités et une classe moyenne fonctionnelle, l'effondrement ne s'annonce pas avec une étiquette d'avertissement. Il arrive, tout simplement. Pendant la guerre civile en Syrie, dans des zones assiégées comme la Ghouta orientale, où les approvisionnements ont été étranglés pendant des mois, on a documenté qu'un seul pain de savon s'échangeait contre l'équivalent d'une journée entière de salaire. Feminine hygiene products were essentially priceless. Women were improvising with whatever fabric they could find. That wasn't a century ago. That was 2016. In a country that 10 years earlier had shopping malls and universities and a functioning middle class. Collapse doesn't announce itself with a warning label. It just arrives. C'est l'inventaire de troc le plus facile à constituer. Achetez-en un de plus à chaque passage à la caisse. Le savon solide dure plus longtemps que le liquide. Il sert pour les mains, le corps et la lessive. Les articles de toilette de voyage sont des unités de troc individuelles parfaites. Produits d'hygiène féminine. Stockez-en même si vous n'en avez pas besoin personnellement. C'est l'un des 3 meilleurs articles de troc dans chaque effondrement documenté. Rasoir de sûreté avec lame de rechange. Les jetables s'épuisent. Les rasoirs de sûreté, non. La valeur de troc est systématiquement élevée immédiatement après l'effondrement et chargée d'émotions, ce qui signifie que les gens paieront trop cher. Quand quelqu'un ne s'est pas brossé les dents depuis 2 semaines, il échangera presque n'importe quoi contre un tube de dentifrice. Vous ne vendez pas de l'hygiène. Vous vendez de la dignité. La dignité n'a pas de prix plafond. Imaginez expliquer à vos petits-enfants que vous avez survécu à l'effondrement parce que vous aviez une valise pleine de shampoings d'hôtel. C'est l'énergie de survie ultime. Très bien, graines, médicaments, hygiène, les bases. Mais nous allons entrer dans le top 4. Et c'est là que le calcul du troc devient véritablement insensé. Sel et épices. Je sais que ça a l'air ennuyeux. Écoutez-moi bien. Le sel est une monnaie depuis plus de 5000 ans. Le mot salaire vient du latin salarium, qui signifie l'argent du sel de mer. Les soldats romains étaient partiellement payés en sel. Des guerres ont été menées pour cela. Des royaumes se sont élevés et se sont effondrés selon qui contrôlait les routes du sel. C'est sans doute la plus ancienne monnaie de la civilisation humaine. Et la raison n'a pas changé. Le sel n'est pas seulement du goût, c'est une technologie de survie. Conservation. Avant la réfrigération, le sel était le seul moyen de garder la viande comestible pendant des mois. Équilibre électrolytique. Votre corps ne peut littéralement pas fonctionner sans sodium. Nettoyage des plaies. La solution saline est un outil médical de base. Production alimentaire. Du fromage au pain, le sel est un ingrédient central. En voici une que la plupart des gens n'ont jamais entendue. Dans l'Allemagne de l'après-Seconde Guerre mondiale, pendant les années d'occupation, avant l'introduction du Deutschmark en 1948, le marché noir fonctionnait sur quelques monnaies. Les cigarettes américaines étaient la plus célèbre. Mais le sel de table basique, s'échangeait à des taux qui vous feraient tourner la tête. À l'hiver 1946, 1 kilo de sel pouvait vous acheter une ration de pain pour une semaine dans la zone d'occupation soviétique. Non pas parce que le sel était rare en Allemagne,
l'Allemagne avait des mines de sel, mais parce que les réseaux de distribution s'étaient complètement effondrés et le sel qui existait était contrôlé par celui qui avait eu la prévoyance de le stocker avant que les bombes ne cessent de tomber. L'accès bat l'abondance. C'est la leçon qui s'applique à chaque article de cette liste. Les épices sont le multiplicateur de luxe. Sauce piquante, poivre, ail en poudre, tout cela rend la nourriture infecte comestible. Quand vous mangez du riz nature depuis 3 semaines, quelqu'un avec de la sauce piquante est pratiquement un héros de guerre. Le moral n'est pas un luxe en survie. Le moral est ce qui vous permet de rester fonctionnel. Un sac de 10 kilos de sel iodé chez Costco coûte environ 5 dollars. Stocké correctement, le sel n'expire littéralement jamais. C'est un minéral. Ça ne peut pas périmer. Conditionnez-le en portions d'une tasse dans des sacs Ziploc. Cela fait environ 50 unités de troc individuelles pour un investissement de 5 dollars. Vous savez ce qui est beau avec le sel? C'est tellement ennuyeux que personne ne pense à en stocker. Tout le monde achète des tomahawks tactiques et des lunettes de vision nocturne. Et moi, je suis dans le rayon de Costco avec un chariot plein de sel en me disant « Ouais, c'est moi qui mangerai encore dans 6 mois. » Le sel vous maintient en vie. Cet article suivant vous maintient. Disons qu'il a plus d'utilisation que vous ne le pensez. Mini bouteilles d'alcool. Les petites bouteilles d'avion, 5 polymètres chacune. Environ 1 dollar l'unité, et elles pourraient bien être l'article de troc le plus polyvalent au monde. Parce que l'alcool n'est pas seulement une boisson, c'est un désinfectant, un antidouleur, un somnifère, un nettoyant pour plaies, un allume-feu, un lubrifiant social pour les négociations tendues et un conservateur pour les teintures d'herbe. Et quand tout va de travers, c'est la chose qui rend une journée terrible un peu moins terrible. Pendant la crise économique grecque de 2012 à 2015, quand les distributeurs automatiques étaient limités à des retraits quotidiens de 60 euros, que les banques ont fermé pendant des semaines et que des quartiers entiers ont basculé vers des réseaux de troc improvisés parce que l'argent liquide n'était tout simplement plus disponible, l'alcool est devenu l'un des moyens d'échange les plus fiables. Non pas parce que les Grecs sont de grands buveurs, mais parce que l'alcool est universellement reconnu comme ayant une valeur, il ne se périme pas et il sert à de multiples fins de survie au-delà des loisirs. Les marchés de troc communautaires qui ont surgi à travers Athènes et Thessalonique ont documenté que l'alcool figurait systématiquement dans le top 5 des catégories les plus échangées, juste à côté de l'huile d'olive et des médicaments. Remontez plus loin. Pendant l'effondrement soviétique de 1991, quand le rouble est devenu du papier peint du jour au lendemain et que l'économie d'une superpuissance entière s'est désintégrée en quelques mois, la vodka a fonctionné comme une monnaie parallèle à travers la Russie pendant près d'une décennie. Les ouvriers d'usine étaient moins parfois littéralement payés en vodka parce qu'elle conservait mieux sa valeur que la monnaie nationale. Des économies rurales entières reposaient sur elle. Plombiers, électriciens, médecins, les services étaient rendus en échange de bouteilles. Ce n'est pas une blague. C'est l'histoire économique documentée du plus grand pays de la Terre. Quand votre argent ne vaut rien, une bouteille de spiritueux est un compte d'épargne à 50 degrés. Pendant l'effondrement soviétique de 1991, quand le rouble est devenu du papier peint du jour au lendemain et que l'économie d'une superpuissance entière s'est désintégrée en quelques mois, vodka functioned as a parallel currency across Russia for nearly a decade. Factory workers were sometimes literally paid in vodka because it held value better than the national currency. Entire rural economies ran on it. Plumbers, electricians, doctors, services were rendered in exchange for bottles. That's not a joke. That's documented economic history from the largest country on earth. When your money is worthless, a bottle of spirits is a 100-proof saving account. Pourquoi miniature spécifiquement? Contrôle des portions. Vous n'ouvrez jamais une bouteille pleine pour un échange. Variété. Stocker de la vodka pour l'usage médical, du whisky pour la consommation et des alcools à haut degré pour allumer le feu. Durée de conservation. Les miniatures scellées durent indéfiniment. Discrétion. Elles sont petites, silencieuses, faciles à cacher. Vous ne voulez pas que les gens sachent que vous avez un magasin d'alcool dans votre sous-sol. La valeur de troc est universellement élevée. L'addiction est une force de marché puissante. Je ne suis pas cynique. Je suis honnête sur la psychologie humaine sous un stress extrême. Les gens échangeront de la nourriture contre de l'alcool.
C'est documenté dans chaque scénario d'effondrement jamais étudié. Avant de juger dans un monde sans anesthésie, une gorgée de whisky avant que quelqu'un n'arrache une dent avec une pince n'est pas un luxe. C'est ce qui se rapproche le plus de soins médicaux. Je n'encourage pas la boisson. J'encourage à comprendre que l'alcool est un outil multifonction qui se trouve être buvable. Nous sommes dans les deux premiers. Et le suivant est quelque chose de si bon marché et si négligé que cela me met sincèrement en colère. Pastilles de purification d'eau. Et les calculs sur ces pastilles devraient vous rendre furieux. 50 pastilles, 3 dollars. Chaque pastille purifie 1 litre. C'est 50 litres d'eau potable confirmée pour le prix d'un café de station-service. Maintenant, inversez la situation. Sans eau propre, une personne moyenne développe des symptômes de maladie d'origine hydrique en moins de 48 heures. Le choléra peut tuer un adulte en bonne santé en 12 heures par déshydratation. 12 heures. Après que le cyclone Idai a frappé le Mozambique en mars 2019, les inondations ont contaminé l'approvisionnement en eau de plus d'1,5 million de personnes dans 3 pays simultanément. En 2 semaines, les cas de choléra ont dépassé le millier. En 1 mois, plus de 5000 cas confirmés. La réponse internationale a été massive. Mais voici ce dont personne ne parle dans l'intervalle entre la catastrophe et l'arrivée de l'aide. Et cet intervalle est toujours plus long que ce que les gouvernements promettent. Toujours. Les gens qui ont le mieux survécu sont ceux qui avaient n'importe quelle forme de purification d'eau, pastilles, filtres, ou même simplement la connaissance des protocoles d'ébullition appropriés et de la durée nécessaire pour maintenir une ébullition à gros bouillon à leur altitude. Ces gens ne sont pas tombés malades. Leurs enfants ne sont pas tombés malades et leurs voisins ont commencé à se présenter pour demander de l'aide. L'eau propre est passée d'une évidence en arrière-plan à la marchandise la plus précieuse de la région, littéralement du jour au lendemain. Même schéma après le séisme de 2015 au Népal. Même chose après le typhon Haiyan aux Philippines en 2013, lorsque l'onde de tempête a contaminé les sources d'eau douce sur des îles entières. Même chose après chaque effondrement d'infrastructures de l'histoire. Le schéma est si constant que c'est pratiquement une loi de la physique. L'eau propre devient la ressource de survie la plus critique dans les 72 heures suivant une défaillance de l'infrastructure. Pas la nourriture. Le corps humain survit des semaines sans nourriture tout en restant fonctionnel. Pas l'abri. On peut improviser un abri avec presque n'importe quoi. L'eau. 3 jours sans elle et vos organes commencent à s'arrêter. Il n'y a pas d'improvisation pour la pureté de l'eau. Soit vous avez les moyens de la rendre sûre, soit vous jouez avec votre vie à chaque fois que vous prenez une gorgée. Stratégie d'eau à 3 niveaux. Niveau 1, pastille de purification immédiate. Léger, bon marché, aucune compétence requise. C'est votre stock de troc et votre réserve personnelle. Achetez-en au moins 200 pour 12 dollars. Niveau 2, moyen terme, un filtre par gravité comme un Berkey ou un Sawyer pour le volume domestique. Niveau 3, connaissance permanente. Construisez un filtre à charbon avec des matériaux trouvés. Connaissez les protocoles d'ébullition. La connaissance est la seule ressource qui ne peut pas être pillée. Valeur de troc modérée la première semaine, après la première alerte au choléra, et elle arrive toujours, elle s'envole. L'eau propre passe de « sympa à avoir » à « je vous échange ma voiture », plus vite que n'importe quelle autre ressource. 3 dollars. Les gens dépensent plus pour un latte à la citrouille épicée. Si vous n'avez pas de purification d'eau en ce moment, procurez-vous-en. Maintenant, parlons de l'objet qui change tout. Briquet jetable. Un briquet Bic à 1 dollar. L'objet le plus humble, le plus ennuyeux et le plus négligé de votre tiroir à bazar. Et dans un effondrement, il vaut plus que son poids en or. Littéralement. Voici une histoire que la plupart des gens n'ont jamais entendue. Pendant la famine nord-coréenne des années 1990, connue sous le nom de Marche ardue, où on estime que 2 à 3 millions de personnes sont mortes de faim, l'économie d'État a essentiellement cessé de fonctionner. Les magasins officiels n'avaient plus rien sur les étagères. Les cartes de rationnement étaient des papiers sans valeur. Les marchés noirs appelés Yangmadang sont devenus la véritable économie, la seule économie. Et dans les régions frontalières du Nord, surtout là où les hivers atteignaient -20 °C et où le bois de chauffage était arraché de chaque colline à distance de marche, la capacité de faire du feu n'était pas un confort. C'était la ligne de démarcation entre vivre et mourir avant le matin.
Les témoignages de transfuges recueillis par des chercheurs sud-coréens et des organisations de défense des droits de l'homme documentent que les briquets et les allumettes figuraient systématiquement parmi les articles d'échange de la plus haute valeur sur ces marchés, échangés contre de la nourriture, des médicaments et du travail à des taux qui éclipsaient leur coût original de plusieurs ordres de grandeur. Un seul briquet en état de marche pouvait nourrir une famille pendant des jours. Pourquoi? Parce que le feu est la ressource maîtresse. Le feu purifie l'eau, le feu cuit la nourriture, et la cuisson tue les agents pathogènes qui transforment un repas de récupération en condamnation à mort. Le feu procure de la chaleur. Le feu est la lumière dans l'obscurité. Le feu est un signal. Le feu est une arme. Et le feu, c'est le moral. Quelque chose de profond dans le cerveau humain, câblé par 100 000 ans d'évolution, s'apaise autour d'une flamme. Les communautés se forment autour des feux. L'espoir survit. Le calcul devrait vous envoyer au magasin immédiatement. Un briquet bis coûte 1,50 $. Il produit environ 3000 allumages. Acheter un lot de 10 pour 12 $, cela fait 30 000 feux potentiels. Stocker 50 briquets, 60 $ au total, et vous avez un compte bancaire post-effondrement. Les allumettes fonctionnent aussi, mais les briquets sont supérieurs pour 3 raisons. Ils fonctionnent avec du vent, ils sont autonomes et ils fonctionnent quand ils sont mouillés après séchage. Les allumettes, une journée humide et elles ne sont plus que du carton de stockage coûteux. Les briquets bis durent 7 à 10 ans si vous les gardez à l'abri de la chaleur et de la lumière du soleil. Le butane ne s'évapore pas si le seau est intact. Astuce de pro, stockez à la fois des briquets et des tiges de ferrocérium. Les briquets sont votre monnaie de troc, ce que vous échangez. Les tiges de ferro sont votre assurance incendie personnelle. Elles fonctionnent quand les briquets tombent en panne. Et vous n'échangez jamais votre tige de ferro. C'est votre outil de survie. Les briquets sont le stock commercial. J'ai passé des mois à étudier les économies de troc dans les sociétés effondrées. Et s'il y a une vérité universelle, c'est celle-ci. La personne qui contrôle le feu contrôle tout. Vous n'avez pas besoin d'un bunker. Vous n'avez pas besoin d'un arsenal. Vous avez besoin d'un tiroir rempli de briquets bic et du bon sens pour les échanger sagement. Ce qui nous amène à la partie qui pourrait vous sauver la vie, les règles du marché des terres dévastées. Vous avez maintenant votre portefeuille d'effondrement. 7 articles pour moins de 50 $ au total. Mais rien de tout cela ne compte si vous ne comprenez pas les règles du troc post-effondrement. Parce que les mauvais échanges ne vous coûtent pas seulement des fournitures, ils peuvent vous coûter la vie. Règle numéro 1. Ne négociez jamais depuis chez vous. Utilisez toujours un lieu neutre. Un parking, une intersection, n'importe quel espace public. Dès que quelqu'un sait où vos fournitures sont stockées, vous devenez une cible. Peu importe la convivialité de l'échange, peu importe si la personne semblait digne de confiance. Le désespoir réécrit le code moral des gens plus vite que vous ne le pensez. La personne la plus gentille de votre quartier devient imprévisible quand sa famille n'a pas mangé depuis 4 jours. Règle numéro 2, ne révélez jamais l'intégralité de votre inventaire. Négociez à partir d'un sac de troc séparé, un petit kit préemballé qui semble contenir tout ce que vous avez. Apportez exactement ce que vous prévoyez d'échanger et rien de plus. Si quelqu'un vous demande ce que vous avez d'autre, la réponse est toujours « c'est tout ce que j'ai ». L'apparence de la rareté vous protège de 2 façons. Elle vous empêche de devenir une cible de vol et elle renforce votre position de négociation. Personne ne vous fait une bonne offre s'il pense que vous avez un entrepôt plein de fournitures chez vous. Règle numéro 3. Venez toujours accompagné. L'un négocie, l'autre surveille. Aucune exception. Une personne s'occupe de la négociation. L'autre personne reste en retrait, reste alerte et surveille tout. Le commerçant, l'environnement, quiconque s'approche, quiconque regarde de loin. La faille de sécurité numéro 1 dans le troc d'effondrement documenté est d'être seul. 2 personnes changent entièrement la donne. Règle numéro 4. Commencez haut, finissez au milieu. Le troc d'effondrement suit la même psychologie que n'importe quelle négociation. Un marché aux puces, un concessionnaire automobile, une discussion salariale. La première offre n'est jamais la vraie offre. Si votre briquet vaut une semaine de pain, ouvrez en demandant 2 semaines. Laissez-les contre-proposer. Rencontrez-vous au milieu. Les 2 parties ont l'impression d'avoir gagné. C'est comme ça que vous fidélisez vos clients. Et dans un effondrement,
Des clients réguliers valent plus qu'une seule bonne affaire. Règle numéro 5. Lisez la situation. Si quelqu'un semble trop agressif, trop intéressé par ce que vous avez d'autre, trop impatient de savoir où vous vivez, partez. Aucun échange ne vaut une embuscade demain. Et maintenant, l'erreur fatale. La règle que les gens enfreignent par ego, par machisme ou par pure stupidité, n'échangez jamais d'armes. Peu m'importe s'ils offrent un mois de nourriture pour un pistolet. L'arme que vous échangez aujourd'hui pourrait être pointée sur vous demain. Vous armez littéralement quelqu'un dont vous avez déjà confirmé que le niveau de désespoir est extrême. Ce n'est pas un échange, c'est un compte à rebours. C'est documenté dans effondrement après effondrement. Après la chute de la Libye en 2011, les armes qui ont été échangées ou vendues à partir des stocks de l'ère Kadhafi n'ont pas seulement changé de main. Elles ont alimenté des conflits dans 3 pays pendant une décennie. Ramenez cela à l'échelle de votre quartier, et le principe est identique. Chaque arme que vous donnez est une menace que vous avez créée de vos propres mains. Les munitions entrent dans la même catégorie. Chaque balle que vous échangez est une balle qui pourrait être utilisée contre vous. Le calcul n'est pas compliqué. La tentation doit être combattue. 7 articles à moins de 50 $. Chacun d'eux a fait ses preuves historiquement. Numéro 7. Les graines anciennes. La source de nourriture infinie. 6. Les médicaments en vente libre, quand les pansements deviennent des trésors. 5. Les produits d'hygiène, le dernier fil de l'humanité. 4. Le sel et les épices, la monnaie de 5000 ans. 3. L'alcool miniature, l'outil polyvalent que l'on peut boire. 2. La purification de l'eau, 3 $ entre vous et le choléra. Et numéro 1, les briquets jetables, parce que celui qui contrôle le feu contrôle tout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes pas dans la moyenne. Vous êtes du genre à vous préparer pendant que tout le monde dort. Si cette analyse a changé votre regard sur les objets de votre tiroir à bazar, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la chaîne. Nous mettons au jour l'histoire de la survie qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantez les graines de votre avenir. La prochaine chambre forte de la connaissance s'ouvrira bientôt. Restez vigilants. Restez approvisionnés. Restez en vie.